On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 2 avril 2025, bienvenue à une autre édition de Radar avec le seul et l'unique, mon collaborateur habituel Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien, puis je te dirais que ça va encore mieux maintenant qu'on est le 2 avril. Moi, je déteste le 1er avril, April Fool. Ouais. Pour un informateur, là, t'as-tu déjà fait un jouet un tour? As-tu déjà quelqu'un qui t'a tweeté et texté une fausse nouvelle? Non, ça m'a jamais arrivé. Puis je pense que les gens ils savent que s'ils me feraient ça, que je leur ferais la vie assez difficile le restant de leur vie. Là. Ça m'a jamais arrivé, mais je me rappelle... il y a déjà eu des choses, je me rappelle, j'avais un collègue, je ne vais pas dire c'est qui, là, mais j'ai un collègue qui est en retraite maintenant, mais qui s'est fait prendre par les anciens propriétaires des Coyotes à Phoenix. OK. Anciens, avant les derniers. Là. Puis, tu sais, les Coyotes, ils se faisaient manger tout rond dans les journaux au Canada parce que, tu sais, on avait de la misère financièrement. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient dans le temps. Mm-hmm. On se rappelle que Jim Belcher avait essayé d'acheter les Coyotes et tout ça. Là. Mais il y avait eu le 1er avril, il avait fait prendre un de mes collègues. Le propriétaire avait envoyé d'informations à mon collègue pour dire qu'eux autres, ils essayaient d'acheter une grosse équipe de soccer en Angleterre. OK. Puis il l'a sorti parce que, tu sais, t'as des propriétaires qui disent que et finalement, c'était ça la blague parce que c'est les mêmes propriétaires qui avaient pas assez d'argent pour faire fonctionner les Coyotes. Ça avait été toute une affaire de se faire prendre de même. Hey, c'est chiant, c'est vraiment chiant, honnêtement. Moi, à chaque année, oui. je me double vérifie toute la journée sur Twitter parce que t'es pas à l'abri d'aller trop vite. C'est trop facile. On est à un clic de retweeter quelque chose qui finalement, tu passes pour le dindon de la farce. Donc ça va être intéressant. Pierre, dans les dernières heures, en fait, bon, pour être bien honnête, là, on enregistre ça, il est 10h30 ce matin. Le Canadien de Montréal vient d'annoncer qu'Oliver Kapanen va rejoindre l'équipe avec le Canadien. Ça, c'est officiellement fait. Fait que là, quand vous allez l'entendre tantôt, vous allez dire, ben, ça fait longtemps qu'on le sait. Ben, nous, on vient de l'apprendre. Fait que ça, c'est fait, c'est réglé. Il va rejoindre le Canadien. Mais on est encore dans le néant concernant Jacob Fowler, qui est un autre dossier quand même assez chaud ici, dans la province. Qu'est-ce qui arrive avec Fowler? Il y a certaines rumeurs comme quoi qu'il pourrait retourner à Boston College. On ne sait pas s'il va brûler une année de contrat et signer tout de suite ou s'il va aller avec le Rocket et faire glisser son contrat d'entrée à l'année prochaine. Est-ce que tu en sais plus un peu à ce niveau-là, Pierre? Oui, bien parce que tu voulais en parler. Tu m'as indiqué hier soir, tu voulais en parler. Alors, c'est toi qui es le boss. Alors, je suis renseigné ce matin, Anthony. Parce que j'ai pris mes ordres de toi. Donc, j'ai renseigné ce matin. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire présentement? Premièrement, c'est pas probable qu'il va aller jouer une autre année au collège. Je pense qu'il va vouloir rentrer au hockey professionnel. Le fait que c'est pas encore annoncé ou signé que c'est le côté Laval au Canadien, c'est pas la fin du monde, c'est parce que, premièrement, qu'est-ce que je m'ai fait expliquer ce matin, c'est que Jacob Fowler ne pensait pas déjà avoir eu sa saison terminée. C'est une équipe qui espérait d'aller au Frozen Four. Mm-hmm. Alors, premièrement, il y a ça, il y a l'aspect émotionnel. Là. Mais deuxièmement, Laval est dans l'Ouest présentement. Alors, il n'y a pas vraiment une presse là, de joindre à Laval, mais probablement, ça va être probablement ça qui va arriver. C'est que j'imagine là, que Fowler va probablement se joindre à Laval pour le restant de l'année. Je ne dis pas que c'est impossible qu'il se trouve le Canadien, mais parce que le Canadien est dans une course aux séries éliminatoires, je pense que ça fait plus de sens de rentrer que Laval et puis d'aider le Rocket. Fait qu'il n'y a rien décidé encore. Le Canadien est très patient. Il n'y a même pas de négociation vraiment qui se passe entre le Canadien et l'agent de Jacob Fowler. On veut tout simplement lui donner du temps, prendre sa décision. Il n'y a pas d'urgence, comme je te dis, avec Laval dans l'Ouest. Alors, tout le monde est sur la même page. Tout le monde comprend ce qui se passe. Il n'y a pas d'urgence, mais ça va se régler. Contrairement à Ryan Reynolds, qui a déjà joué un match hier avec les Capitals de Washington, coéquipier de Jacob Fowler, lui, il peut réellement
apporter un coup de main aux Capitals de Washington dans le dernier droit de la saison. Fowler ne verra pas le filet, même s'il signe avec le Canadien et qu'il brûle une année de contrat. Je serais très surpris qu'il voit un départ, à moins que le Canadien perde 7 matchs de suite et que le dernier match de la saison ne veut plus rien dire. Ce sera autre chose. Mais dans un contexte où est-ce qu'on est encore dans la course, ça aurait été quand même assez surprenant. Donc, c'est intéressant de savoir que, selon toi, Pierre, le scénario le plus plausible, c'est qu'il poursuive son chemin avec Laval pour le reste de la saison. On a hâte que la décision tombe, mais la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'il n'y a pas de nœud. C'est pas parce que on a un conflit entre le clan Fowler et le clan Hughes. On n'en a pas du tout. Je peux garantir à 100% qu'il n'y a pas de conflit du tout, là, que tout le monde se parle, tout le monde est relax là-dedans. Ouais, ça m'aurait surpris parce que avant hier, Fowler a changé sa photo de profil sur Twitter pour lui, enfant, avec un chandail du Canadien. Donc, on n'est pas du tout dans une situation à la Cotter Gauthier, on s'entend. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Des fois, au marché à Montréal, là, les gens s'excitent, disons, Anthony. Ah oui? J'avais pas remarqué encore. Je vais porter attention à ça. Toronto aussi, là, quand même. Là, ouais, vous êtes mal placé pour parler. Vous êtes aussi à Toronto, vous êtes capable. D'ailleurs, j'ai mis... J'avais ceci sur le corps dimanche quand j'étais voir un match des Blue Jays ici, puis quelques partisans qui m'ont reconnu, puis je pense pas qu'ils étaient contents de mon hoodie des Expos au match des Blue Jays, mais c'était mon statement que je manque les Expos. Voilà. Ah, c'est correct, Pierre, honnêtement. Là, c'est pas comme si il était encore dans la ligue. Là. Moi, j'approuve. Et les gens du Québec approuvent. On est très contents que tu portes avec fierté ton coton ouaté des Expos de Montréal. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. ubet.io. Pierre, rapidement, j'ai glissé Cotter Gauthier. C'était même pas voulu, mais ça me fait le lien naturel vers les Flyers de Philadelphie. John Tortorella, remercié dans les derniers jours. C'est terminé pour un doyen de la Ligue nationale avec les Flyers. Moi, ça m'a quand même surpris dans l'optique que il reste une dizaine de matchs à la saison régulière, pas une équipe qui va faire les séries. Habituellement, par courtoisie, on va remercier à la fin de la saison. Est-ce que le timing du congédiement de Tortorella t'a pris de court, Pierre? 100%. Puis je vais te dire, c'est en fait un peu bizarre comme situation parce que mardi matin, j'étais à l'entraînement des Flyers ici à Toronto. Je me suis rencontré avec Daniel Brière, le DG des Flyers. Et puis, c'était pour une entrevue que j'étais pour faire sur la fin de la saison des Flyers, le rebâtissage des Flyers, etc. Mais dans le milieu de cette entrevue, évidemment, j'ai demandé sur l'avenir de Tortorella. Et puis, qu'est-ce qui m'avait été expliqué à ce moment, c'est très important là, de souligner, à ce moment, mardi matin dernier, c'est que Daniel Brière pensait que Tortorella avait beaucoup de feu encore dans le corps. Il reste un autre année sur son contrat, mais que les Flyers et Tortorella étaient pour se rencontrer après la saison pour décider l'avenir. De ce moment-là, le mardi matin, ensuite, mardi soir, Tortorella parle l'honneur un peu après une autre défaite qui fait cinglante. Où l'équipe s'est fait détruire. Mm-hmm. Alors, des commentaires émotionnels après le match contre les Leafs. Ensuite, le lendemain, des événements derrière les scènes. Faire attention à ce que je veux dire, mais des événements derrière les scènes entre Tortorella, la direction de l'équipe. Et finalement, jeudi matin, on annonce le congédiement de John Tortorella. Je peux te garantir à 100% que c'était pas le plan de Daniel Brière de congédier John Tortorella avant la fin de la saison. On voulait attendre la fin de la saison pour voir qu'est-ce qui faisait du sens, qu'est-ce que lui voulait, qu'est-ce qu'on voulait, nous autres, la direction de l'équipe. Mais il y a eu des événements qui se sont passés dans les 48 heures là, que je viens de souligner, là, où ça a forcé la main d'un Brière de congédier. Puis qu'est-ce que je te dirais, puis c'est mon opinion, là. C'est pas un fait à 100%, c'est mon opinion, mais lire entre les lignes, c'est comme John Tortorella a forcé son congédiement. Okay. Avec certains commentaires qu'il a fait derrière les scènes, etc. Fait que, voilà, c'est fait. Ouais, il s'est pas aidé. C'est sûr qu'en sortant en point de presse, après la défaite de 7-2 contre les Leafs, de mentionner j'ai pas envie d'apprendre à coacher une équipe dans cette situation-là.
tu te mets un petit peu la tête sur le bio, puis malheureusement, Daniel Brière a décidé de procéder à une décision qu'il disait déchirante en point de presse. Faut croire que ça l'a fait du bien à plusieurs joueurs au sein des Flyers. Et ils jouent du très bon hockey depuis cette nouvelle-là. Parlez-en aux Canadiens notamment, qui ont subi les fautes des Flyers dans la dernière semaine. Mais moi, j'ai été un peu surpris de voir que Bradshaw, qui a été adjoint, qui est devenu par intérim l'entraîneur des Flyers, de malgré tout laisser sur le banc le match complet Cam York. Et là, il y a clairement, puis tu l'as dit entre les lignes, il faut être capable de comprendre, là, puis je comprends qu'on n'ira pas dans les détails, mais il s'est clairement passé quelque chose, mais Tortorella n'est pas le seul à blâmer. Si le joueur est laissé sur le banc tout le match, il y a eu un incident. Oui. Je pense que ce que je te dirais, c'est que je crois que Daniel Brière, la direction des Flyers, Keith Jones, pense que le joueur et Tortorella, les deux ont été trop loin. Les deux ont croisé la ligne, comme on dit. Mm-hmm. Je pense que c'est ça que tu peux lire entre les deux lignes là-dedans. Mais c'était pas juste cet incident qui a tout décidé. Là. Je pense que ça a devenu évident là, dans les 24-48 heures après la défaite à Toronto que Tortorella, la direction de l'équipe, depuis sa même page. Là. Puis c'est bizarre parce que dans les semaines avant le congédiement, John Tortorella a plusieurs fois avec les médias à Philadelphie a parlé du fait qu'il comprend que ça prend de la patience, il comprend pourquoi on a échangé Lawton, Morgan Frost, Joel Farabee cette année, il comprend qu'on y a un plan, que ça va faire mal, mais on rebâtit. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que c'est comme John Tortorella voulait dire publiquement pour se convaincre lui-même qu'il comprenait le plan, parce qu'à la fin de la journée, c'est clair qu'il n'était plus capable d'être confortable avec des défaites là, comme on a eu avant son congédiement. Il reste une autre année sur son contrat. Il va avoir 67 ans quand même au mois de juin, John Tortorella. Alors, il était quand même pour avoir une conversation là, à la fin de la saison. Il faut comprendre ça. Là. Mais là, on verra ce qui arrive. Écoute, Bradshaw, il est très bien respecté au sein de l'organisation. Il va être un vrai candidat pour la job lui-même quand les Flyers commencent les entrevues après la saison. Mais évidemment, on va vouloir aller interviewer d'autres candidats. On verra ce qui arrive avec Rick Tocchet, d'ailleurs, à Vancouver. Ouais. Lui, dont son contrat, présentement, se termine à la fin de la saison. Tocchet lui-même a dit qu'il ne veut rien décider là-dessus. Il va attendre après la saison avant de décider tout ça. Oui, peut-être qu'il va signer un nouveau contrat avec les Canucks, mais peut-être que non. Ouais. S'il devient un coach libre, agent libre, est-ce que les Flyers voudraient parler à leur ancien Flyer? On verra bien. Ouais, en tout cas, c'est quand même spécial comme situation. Il est encore bien en selle à Vancouver et malgré tout, ça semble être le candidat numéro 1 pour prendre le poste à Philadelphie. C'est étrange comme situation quand même. Avant d'aller sur tout cet aspect-là des futurs coachs, petit point sur Tortorella, Pierre. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il peut encore... Parce que tu nous as dit avec Daniel Brière, il a encore la passion pour coacher. Est-ce que tu penses qu'un poste d'entraîneur-chef, c'est encore plausible? Serait-il capable de devenir le bon cop et d'aller entraîneur adjoint? Un peu comme le fait Claude Julien, en fin de carrière avec les Blues. Il semble bien s'y plaire. Il y a quelques rumeurs de monter au 2e étage. Pourrait-il être intéressé à devenir directeur général ou conseiller d'une équipe, mais sans avoir à être derrière le banc à tous les soirs? C'est quoi la suite pour Tortorella? Ouais, c'est dur à dire. Il se fait payer pour une autre année après cette année, là, fait qu'il peut prendre son temps, mais c'est pas un gars que j'ai parlé souvent durant les années. J'ai de la misère à le voir rien faire. Parce qu'il il tourne sur 107, mais je viens juste de le voir la semaine passée à Toronto. Il a de l'air 50. Je veux dire, il est en très bonne shape. Puis, tu sais, le hockey, c'est sa vie. Fait que j'ai de la misère à croire qu'il va vouloir rien faire, mais c'est dur à dire exactement qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a une équipe nationale qui le voit à 67? Je pense qu'ils peuvent le ramener pour être entraîneur-chef. Tu sais, tu penses au fait que Rick Bowness, il a pris sa retraite, lui, puis je pense qu'il avait à l'entour de la même âge. Je pense 68 peut-être. Ken Hitchcock, la première fois qu'il a coaché dans la Ligue, je pense quel âge qu'il avait? Je pense qu'il avait à l'entour de la même âge. Alors, tu sais, tu veux pas baser tout sur l'âge, mais c'est une job qui est tellement stressante mentalement, physiquement. C'est difficile d'être entraîneur-chef national. Alors, je ne sais pas si une équipe va le voir
Moi, il n'y a aucune question qui voudrait coacher encore, mais la question, c'est plus est-ce qu'il y a une autre équipe qui le regarde et le voit comme un candidat pour eux autres? Oui, parce qu'en tout cas, il semblait se plaire dans un rôle d'adjoint à la Coupe des 4 Nations. Tu sais, des fois, ça a l'air taxant, c'est pas évident parce que tu es toujours sur le spot, tu es toujours celui qui doit donner les entrevues, les post-games, les pre-games, tu es toujours celui qui doit répondre. Peut-être que de prendre un pas de recul, se mettre dans le siège arrière de la voiture, se laisser conduire, amener ton expertise quand même. J'ai hâte de voir honnêtement parce que moi, ça a été mon premier réflexe. On en a parlé ensemble. Martin Saint-Louis, au début de la saison, semblait manquer peut-être un peu d'expérience avec un personnel d'entraîneur qui était très, très green. Tortorella, on connaît évidemment le lien entre les deux. Je me disais, est-ce qu'il y a un mariage là naturel? Honnêtement, je le sais pas. Je pense pas. Mais quand même, je pense que soulever la question, ça coûte rien. Oui. C'est intéressant comme point. Puis oui, on avait parlé de ça au début de la saison. Mais là, c'est intéressant parce que la course aux séries, que le Canadien fait aux séries ou non, mais ce groupe d'entraîneurs acquérit de l'expérience maintenant qui est très important. Exact. Alors, tu sais, l'expérience qui manquait quand on a parlé au mois de novembre, là, l'expérience se fait là, d'une façon positive parce que les Canadiens restent dans la course. On apprend beaucoup là, sur le côté des entraîneurs du Canadien. C'est pas juste les joueurs du Canadien qui apprennent là, avec la pression de la course aux séries, c'est les entraîneurs du Canadien aussi. Alors, peut-être qu'à la fin de la journée, lorsqu'on fait l'analyse, peut-être que Martin Saint-Louis et Cat Hughes, quand ils vont se rencontrer après la saison, vont dire, ben là, on l'a eu l'expérience. Ou peut-être qu'on va quand même décider que ça prend un autre, quelqu'un avec l'expérience. On verra. Oui, tu as raison, Pierre, parce que la donne a changé. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Alors ça, c'est possible que le Canadien... parce qu'on se souvient, ils n'ont jamais remplacé Alex Burrows. Il y a Grillo qui est là, mais pas derrière le banc. Donc, en tout cas, on verra bien quelle décision sera prise à cet effet-là durant la saison morte. Bon, Bradshaw, tu nous as dit qu'il avait une chance légitime de poursuivre son association avec les Flyers en tant qu'entraîneur-chef. Il faut dire jusqu'à maintenant, il va très bien. Il a une excellente performance. C'est pas le seul intérim qu'on a dans la Ligue nationale de hockey. T'as Sorensen du côté de Chicago, t'as Joe Sacco du côté de Boston. Est-ce que eux, on va les considérer réellement pour poursuivre l'aventure l'année prochaine? Bon, premièrement, c'est important à se rappeler que lorsque ces deux coachs-là ont eu la job, les dirigeants des deux équipes ont annoncé publiquement que c'était des vrais candidats pour avoir la job à plein temps après la saison si on était confortable avec ce qu'on a eu avec leur rendement. Alors, c'était très semblable comme annonce dans le temps, quand les deux ont été promotés. Mais, il y a eu la promotion. Mais en même temps, la semaine passée, lorsque je me suis renseigné chez les Blackhawks ainsi que chez les Bruins, j'ai reçu la même réponse des deux formations encore une fois. Et cette fois, la réponse était que on va attendre à la fin de la saison, on va évaluer qu'est-ce qu'on va faire avec le coach. C'est tout qu'on voulait dire des deux côtés. C'était très semblable comme réponse des Blackhawks et des Bruins. Alors, c'était loin de dire que on va garder notre gars comme coach. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le garder, mais des fois, il y a une façon des équipes peuvent me dire entre les lignes, on est pas mal excité de ce qu'on a vu. C'est pas ça que j'ai eu comme réponse. Mais il faut faire attention quand même. La seule chose que j'ai eue, c'est à la fin de la saison, on va évaluer qu'est-ce qu'on va faire avec le coach. Entre les deux, probablement, je te dirais que Sorensen a une meilleure chance que Sacco. Je pense qu'à Boston, là, c'est très décevant comme fin de saison. D'ailleurs, j'ai aucun indice qu'il n'y a rien qui va se passer avec Don Sweeney non plus, le DG, mais il faut quand même demander la question, là, juste avec le recul. Est-ce que Cam Neely, le propriétaire des Bruins, comment on va digérer là, cette saison Boston? Alors, on verra bien. On peut-tu poser la question aussi pour Cam Neely? C'est dur à dire. Je pense qu'il y a tellement une bonne relation avec la famille Jacobs. Tu peux demander la question si tu veux. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas dans la tête, ce groupe-là. OK, intéressant. Intéressant, Pierre, parce que Cam Neely fait partie de l'actualité cette année, puis je pense pas que ça aura rendu service aux Bruins, à Swayman et au résultat final. Mais comme tu dis, si tu es bien placé, des fois, tu peux avoir
un passe-droit et poursuivre justement ton poste en place. C'est pas les seuls entraîneurs-chefs qui vont retenir l'attention cette année, pour d'autres raisons. Je pense à un gars comme Mike Sullivan qui est là depuis une éternité à Pittsburgh. Andrew Brunette avec les Prédateurs de Nashville, on n'a pas eu les résultats escomptés. Est-ce qu'on pourrait voir là, de façon générale, je te nomme ces deux-là, là, mais tu peux aller ailleurs, là. Est-ce que tu anticipes du mouvement à travers la Ligue nationale parce qu'il reste seulement que 2 semaines, puis ça va commencer à bouger? Là? Oui, je pense qu'il va y en avoir. On va commencer avec Andrew Brunette. Andrew Brunette qui a encore un autre 2 ans sur son contrat après cette année. C'est important, c'est pour ça que je travaille fort pour me renseigner sur les détails des contrats des entraîneurs-chefs parce que c'est pas public. Ça prend plusieurs appels là, pour savoir ce qui se passe avec les contrats des entraîneurs-chefs. La raison que, puis moi, je garde une fiche là-dessus, que je fais des mises à jour dessus parce que c'est important de savoir parce que des fois, il y a un côté financier là-dedans que, c'est bien beau dire on va aller congédier peut-être à Montréal puis à Toronto, puis à New York, c'est facile de faire ça parce qu'on fait de l'argent dans ces marchés-là, mais il y a certains marchés, il faut quand même comprendre que quand on vient de signer un coach un contrat, que c'est pas facile de dire on va le congédier parce que on sait que les entraîneurs-chefs, c'est garanti le contrat. Mm-hmm. Ils se font payer jusqu'à la fin du contrat, même s'ils se font congédier. Je dis pas que c'est la raison, là, mais qu'est-ce que je peux te dire après m'avoir renseigné, c'est que les Prédateurs ont l'intention de garder Andrew Brunette pour l'année prochaine. En fait, ce que je m'ai fait dire, c'est que si Barry Trotz aurait voulu changer d'entraîneur, chef, il l'aurait déjà fait cette année. Mais c'était l'homme de Barry Trotz. Il avait confiance en Brunette. Il n'est pas là par hasard. Là, je veux dire, il a poussé fort là, pour le mettre en place. Oui. Et comme je te dis, John Hines pour rentrer Andrew Brunette. On va lui donner une autre chance à Andrew Brunette pour l'année prochaine, ça a l'air. Sur le côté de Mike Sullivan, ça, c'est très intéressant comme dossier. Il n'y a pas personne qui est connecté avec les Pingouins qui veut trop dire là-dessus. Évidemment, c'est l'entraîneur-chef de l'équipe olympique américaine. Il est tellement respecté, Mike Sullivan, à travers la Ligue nationale. Tu as dit que ça fait longtemps qu'il est là, oui, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que cette année, c'était la première année de son nouveau contrat. Il avait signé cette extension en mois d'août 2022, mais le contrat commençait seulement cette année, en 2024. Fait qu'il avait signé ça 2 ans d'avance. Ouais, c'est assez bizarre. Alors, son contrat va pour un autre 2 ans après cette année. Selon mes informations, c'est lui qui fait le deuxième mieux payé dans la Ligue nationale, derrière seulement John Cooper. Alors, on rentre dans l'argent encore. Je pense qu'il fait 5,5 millions américains par année, Mike Sullivan, dans son nouveau contrat. Alors, c'est pour ça que c'est pas une décision facile. Disons que Carl Dubas, il dit, écoute, on va continuer de rebâtir nous autres là à Pittsburgh, puis peut-être que Mike Sullivan ne s'intéresse pas. Mais ça n'intéresse pas le Pingouin non plus de payer Mike Sullivan 5,5 millions pour rien faire pour 2 ans et demi. Ouais. Fait que moi, je trouve que la seule façon que Mike Sullivan ne sera pas derrière le banc des Pingouins l'année prochaine, s'il y a déjà une autre équipe qui veulent Mike Sullivan, puis là, il y a une entente entre les Pingouins et une nouvelle équipe de qui paye quoi là, sur le restant du contrat de Mike Sullivan. Mais ce qui est très plausible, honnêtement, parce que Mike Sullivan fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, c'est pas pour, tu l'as dit, il coach de l'équipe américaine. Il n'est pas là par hasard. Là. Il est là parce qu'il a beaucoup de talent. Demain matin, si Sullivan est disponible, il y a des équipes qui vont courir aux portes. Là, si, mettons, on allonge 4 millions, les Pingouins se retrouvent à payer seulement qu'1,5, c'est quand même intéressant. Ouais. Là. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Il faudrait que les... Puis d'ailleurs, je ne dis pas, là, ça se peut très bien que Carl Dubas veut le garder. Là. Je veux juste que... Il y a quand même, je pense, une conversation qui doit arriver entre Carl Dubas et Mike Sullivan à la fin de la saison. Une autre année très décevante à Pittsburgh. Où que ça s'en va avec le rebâtissage. Les Pingouins qui ont beaucoup de choix de repêchage dans les prochains 2 ans. C'est évident que ça s'en va. Là. Mais il faut quand même que Sullivan et Dubas se parlent. Ensuite, à partir de cette conversation-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est intéressant. Écoute, disons là, que Boston décide de changer d'entraîneur. C'est sûr que Mike Sullivan, ça serait sa liste, s'il est disponible. Exact. Mais un autre gars, je pense, un autre entraîneur-chef à garder un œil sur lui, ça serait Peter Laviolette, qui reste, lui, une autre année son contrat. Je pense qu'il fait 4,5 millions. Alors, c'est quand même assez cher, mais c'est les Rangers de New York. Fait que ça,
quand il reste de l'argent sur un contrat, ça m'intéresse moins comme facteur quand c'est les Rangers de New York. Les Rangers de New York, ils vont faire ce qu'ils pensent qu'ils veulent faire pour gagner des matchs. Ouais. Et puis, à tout prix. Je ne dis pas qu'il va se faire congédier. J'ai aucun indice que les Rangers, je pense, veulent le congédier. Mais je fais juste poser la question, comme on doit faire à ce stade de l'année. Si les Rangers manquent les séries, puis écoute, ils pourraient encore les faire, là, les Rangers, mais disons qu'ils manquent les séries, c'est incroyablement décevant quand tu penses les Rangers ont été, je pense, probablement l'équipe qui a été le plus populaire à prendre comme l'équipe qui sortait de l'Est au mois de septembre. Mm-hmm. Il y a bien des choses qui sont passées, qui ne sont pas à faute de la violette, là, des échanges, Trouba, ci pis ça. C'est une année assez bizarre là, avec les Rangers, mouvementés. Mais à la fin de la journée, c'est des propriétaires à New York qui sont exigeants. Manquer les séries, inacceptable, selon moi, dans les yeux des propriétaires à New York. Mais qu'est-ce que ça veut dire inacceptable? C'est qui paye le prix? Est-ce qu'on décide de ramener la violette pour la dernière saison de son contrat? On verra bien. Ouais, ça mettrait la cerise sur le Sunday d'une année très mouvementée, honnêtement, à New York. Là. À commencer par les négociations avec Shesterkin, puis Capo Caco. Je veux dire, il y a JT Miller, Trouba. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la grosse pomme cette saison. Je fais un petit retour en arrière, Pierre. Sullivan, ça m'intéresse de gratter un peu plus. Il reste 2 ans de contrat. Est-ce qu'un entraîneur-chef peut demander à être libéré? Est-ce qu'il pourrait aller voir Dubas et dire « Écoute, j'ai tout donné à cette organisation-là. Je le sais que j'ai encore 2 ans de contrat, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans cette reconstruction qui risque d'être très longue. Est-ce que tu peux me congédier? Ça se fait-tu, ça? » Oui, mais c'est ça qui ce qui est délicat là-dedans, c'est que puis c'est pour ça que, tu sais, John Tortorella, je pense qu'à la fin de la journée, il a forcé de se faire congédier, mais parce que tu veux pas dire, je quitte. Parce que si tu annonces que tu quittes, là, tu n'as plus le droit de te faire payer restant ton contrat. Exact. C'est important d'être congédié par ton employeur. Exact. C'est très technique, là, mais la différence, je me rappelle, dans le temps, là, on monte plusieurs années, mais Pat Burns, lorsqu'il a été congédié par les Maple Leafs de Toronto, Cliff Fletcher était DG. Et puis, je pense que c'est correct de le partager. Là, ça fait plusieurs années, mais Cliff Fletcher m'a déjà confié que lorsque Pat Burns a été congédié, oui, c'était un congédiement, mais c'était la fin de la route là, pour Pat Burns et les Leafs. Puis, c'était le temps là, de passer à d'autres choses. Mais c'est important que ça soit un congédiement pour que Pat Burns se faisait payer restant de son contrat. Exact. C'est la première fois quand j'étais jeune journaliste, quand ça arrivé, ça, en 1996. Mais c'est là que je m'ai toujours rappelé de ça parce que c'est technique, mais c'est très important pour les entraîneurs-chefs de ne pas dire que j'ai fini. Il faut que ça serve un congédiement. Mais tu sais, Sullivan pourrait quand même parler avec les Pingouins et dire c'est ce qu'on veut faire entre nous autres, là, entre tout le monde. Mais Sullivan aussi est très proche avec Sidney Crosby. Si Sidney Crosby, évidemment, il continue avec les Pingouins, puis c'est ça qu'il dit toujours qu'il veut faire, finir sa carrière à Pittsburgh. Mais ça, c'est l'autre aspect. Est-ce que Sullivan puis Crosby dans tout ça? C'est l'équivalent de Carey Price, qui tente toujours de faire un retour au jeu pour empocher le 10,5 millions de dollars des assurances pour encore une autre saison, Pierre. C'est un peu la même chose. Il en reste juste une. Exact. Mais je trouve ça drôle parce que tu disais congé 10 mois, ça me fait penser à, des fois dans le baseball majeur, là, un gérant qui a besoin de fouetter un peu son équipe, qui va voir l'arbitre au marbre et qui dit ah ouais, mets-moi dehors. Ça a besoin de réveiller la foule un peu. Là. C'est un peu le même principe. C'est sur ubet.io que vous pouvez parier avec des matchs de hockey à 100%. Inscrivez-vous avec le code RADAR et profitez d'un dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Un entraîneur-chef qui s'en va nulle part. Ça, vous pouvez le boucler. C'est officiel. Jim Montgomery ne perdra pas son poste avec les Blues de Saint-Louis à la fin de la saison. Quel coup de maître, honnêtement. Ça prenait du courage. Tu sais, Drew Bannister va là, ça allait quand même bien, mais même Montgomery est disponible, on perd pas de temps du côté d'Armstrong, on embauche l'entraîneur-chef. Et là, les Blues, encore hier, fort d'une victoire dramatique, à l'inverse du Canadien de Montréal, on perd 1-0, il reste 30 secondes à faire, on crée l'égalité, Jordan Kyrou, on gagne en prolongation. Les Blues de Saint-Louis, l'équipe la plus haute dans la Ligue, Pierre.
Vraiment incroyable. 10 victoires d'affilée. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Doug Armstrong dimanche pour un texte que j'ai écrit lundi. Et puis, ça a été une entrevue très intéressante. Ça fait des années que je connais Doug Armstrong, mais il ne fait pas beaucoup d'entrevues. Mais quand il décide d'en faire une, il est prêt à partager. Il y a plusieurs éléments dans cette entrevue que j'ai trouvé intéressants. Premièrement, oui, on a parlé de l'embauche de Montgomery. Puis qu'est-ce que Doug Armstrong m'a dit? On se rappelle, là, Doug Armstrong a embauché Jim Montgomery 5 jours après qu'il s'est fait congédier à Boston. Mm-hmm. Fait qu'il n'a pas attendu longtemps. Il était sûr de son coup. Puis évidemment, il l'avait eu comme adjoint là, pendant une saison à Saint-Louis. Puis évidemment, c'est un ancien joueur des Blues en le temps. Alors, on connaît Jim Montgomery à Saint-Louis. Mais qu'est-ce que Doug Armstrong a précisé dans ses propos, c'est que il m'a dit que il n'y avait aucune intention de congédier Drew Bannister. Si Jim Montgomery ne se fait pas congédier, Drew Bannister probablement finit la saison avec Saint-Louis. C'est quelque chose arrivé où, quand tu es directeur général en national, des fois, tu dois réagir. Puis, Jim Montgomery, c'était parmi vraiment un petit groupe là, de 2-3 noms que si jamais un de ces 2-3 noms-là devient disponible, que Doug Armstrong croyait qu'il devait agir. Puis, écoute, ça a complètement changé la saison des Blues de Saint-Louis. On l'a signé un contrat de 5 ans, Jim Montgomery, à long terme pour les Blues. Alors, c'est un gros coup de Doug Armstrong, c'est sûr. Mais l'autre propos que j'ai trouvé très intéressant de Doug Armstrong dans cette entrevue, c'est qu'il a quand même admis que avant la pause du 4 Nations, il avait commencé à eu plusieurs conversations avec d'autres équipes au sujet de certains vétérans de son noyau. Mm-hmm. Pour mentionner le nom, là, on peut quand même lire entre les deux lignes que Brayden Schenn est un des noms. Ouais. Il lit ce Toronto, d'ailleurs, qui s'essayait fortement sur Brayden Schenn. Puis, qu'est-ce que Doug Armstrong m'a dit, c'est que, premièrement, il n'avait pas le choix d'avoir ces conversations-là parce qu'il ne voyait pas encore la preuve que les Blues étaient pour trouver le chemin cette saison. Fait qu'il devait faire ça, qu'il se protégeait à la date limite d'aller chercher des choix de repêchage, etc. À la fin de la journée, il a donné Montgomery beaucoup de crédit parce qu'il dit que Montgomery, la façon qu'il a préparé les Blues en sortant du 4 Nations, c'est incroyable. Un camp d'entraînement là, de 2-3 jours, c'est des pratiques. Là. Mais les Blues, depuis ce temps-là, je pense, sont 20 victoires, 2 défaites, 22 et 2. Puis, qu'est-ce qu'Armstrong m'a dit, c'est que même la semaine, la date limite des échanges, quand il continuait de parler aux équipes de certains joueurs, il m'a dit que si on perdait les 3 matchs cette semaine-là, tout aurait été différent. C'est ce qu'il a dit dans ses propos. Fait que ça te démontre là, comment que les décisions que tu prends à la dernière minute, à date limite des échanges, c'est vraiment incroyable des fois. Puis à la fin de la journée, son équipe continuait de gagner. Fait qu'il a cancellé certaines conversations qu'il avait eu pas mal avancées avec certaines équipes. Puis il a vu assez à ce point-là pour dire la chimie se trouve. L'équipe que je pensais que j'avais au mois de septembre, finalement, se trouve. Les jeunes joueurs, la chimie avec les vétérans, tout commence à aller ensemble. Puis c'est pas juste cette année, là, qu'est-ce que Doug Armstrong est heureux présentement, c'est qu'il voit il voit que le chemin est là pour plusieurs années avec les jeunes joueurs qui rentrent avec les vétérans. Ça, c'est important pour lui. Ben oui, puis en plus, dans les derniers jours, hier, Jimmy Snuggerud, premier match, ancien choix de premier tour des Blues de Saint-Louis, Dalibor Dvorsky, il n'y a pas longtemps. Donc seulement on est compétitif. On est tiré par les Robert Thomas et compagnie de cette équipe-là. Mais en plus, il y a des jeunes qui s'amènent et qui viennent se greffer au groupe. Tu as mentionné rapidement la Coupe des 4 Nations. Moi, je trouve ça intéressant parce que je faisais le point ce matin sur nos ondes à BPM Sport pour le Canadien de Montréal. Moi, je pense que sans la Coupe des 4 Nations, le Canadien n'est pas là. C'est une pause qui est arrivée, qui a été salutaire, qui a permis à l'équipe de reprendre son souffle et qui a peut-être piqué au vif un Nick Suzuki pour avoir une deuxième vitesse et justement voir les performances qu'il a présentement. La Coupe des 4 Nations, là, si elle n'est pas là, Pierre, là, peut-être que les Blues n'ont pas la stretch qu'ils ont en ce moment. Peut-être qu'il y a bien des équipes qui se seraient passées de façon différente. Là. Oui. Puis c'est drôle parce que ça fait mal à d'autres équipes. Les Oilers Edmonton, ils ont sorti du 4 Nations. Ça a été pénible pendant 2-3 semaines. Là, ils se sont trouvés là, finalement. Mais c'est intéressant comment que ça a affecté des formations différemment. Puis
je pense que ça a aidé les formations qui n'avaient vraiment pas de joueurs aux 4 nations. Si le Canadien et les Blues n'avaient pas grand joueur là, au tournoi, évidemment, Jordan Bennington était l'étoile dans le filet pour l'équipe Canada, mais en général, Colton Parayko, qui peut-être pas un bon exemple, mais tu sais, quand tu regardes comment ça a été Connor McDavid, son rôle pour l'équipe canadienne, ah oui. Puis, ça a été plus difficile. Matthew Tkachuk blessé pour les Panthers. Alors, c'est différent pour les différentes formations. Mais l'autre chose qui est intéressant, un lien entre les Blues et les Canadiens, c'est Robert Thomas et Nick Suzuki. Les deux sont en feu depuis le 4 Nations. Puis ces deux joueurs sont absolument dans cette conversation, sa bulle là, pour l'équipe olympique canadienne. S'il va y avoir des joueurs qui sortent de l'équipe qui ont gagné la 4 Nations puis que la porte s'ouvre pour d'autres joueurs, Suzuki et Thomas jouent présentement comme des joueurs qui veulent s'annoncer à Doug Armstrong. Évidemment, Robert Thomas, il n'y a pas besoin d'avoir peur que le DG de l'équipe olympique canadienne ne regarde pas ses matchs, là, mais ça l'aide. Mais ça aide. Mais c'est quand même ces deux joueurs. Puis d'ailleurs, ces deux droitiers, on avait beaucoup de centres à gauche sur l'équipe canadienne aux 4 Nations. Ces deux droitiers, il y a toutes sortes d'affaires que tu penses dans la tête. Là. Mais ça va être intéressant à suivre ça. Ouais, en tout cas, Nick Suzuki joue comme un joueur qui mérite sa place. Moi, personnellement, je n'étais pas dans ceux qui s'attendaient à le voir là cette année. Je n'étais pas outré de voir qu'il a été écarté. Il y en a eu d'autres. On peut penser à Scheifele, notamment du côté de Winnipeg. Mais pour l'année prochaine, aux Olympiques, ça pourrait être différent. Ça pourrait être un tout autre scénario. Bon, je veux te ramener à Doug Armstrong une seconde. Congédier Drew Bannister pour Jim Montgomery, ça, c'est une manœuvre qui a fait toute la différence. Les deux offres hostiles aussi avec Dylan Holloway et Philip Broberg, ça aussi, ça a été énorme. Est-ce que ça, c'est considéré un congédiement d'entraîneur pour des votes au Jim Gregory, pour des votes pour le DG de l'année? Est-ce que de modifier ton personnel d'entraîneur, ça entre, ça, Pierre, dans la catégorie? Ou quand on regarde ça, c'est plus les signatures et les échanges? Je suis juste curieux. Là. On prend tout ça en considération. Ouais. Bien, probablement, c'est les DG qui votent sur ce trophée. Alors, c'est les DG qui ont leurs critères. C'est pas vraiment clair comment on vote. Qu'est-ce que je te dirais que moi, j'aime pas, puis j'ai déjà fait ce point sur Twitter durant les années, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on attend, après la deuxième ronde des séries éliminatoires, de voter sur le Jim Gregory. Il reste 4 équipes. Exact. Fait que quand on regarde les candidats chaque année, quand on regarde les 3 candidats chaque année, 80% du temps, les 3 candidats sont dans demi-finale dans les séries. Fait que je comprends pas pourquoi on attend après la deuxième ronde pour voter cette affaire-là. Tu devrais avoir assez de confiance comme DG de comprendre à la fin de la saison régulière, comme les autres trophées quand ils se font voter, qui devrait être un candidat pour DG de l'année. Pourquoi que les 2 premières rondes des séries devraient être influencées? Fait que ça, j'ai ça. Là. Une fois de temps en temps, il y a un DG qui rentre qui n'est pas dans les finales de conférence parce que l'histoire de l'année est quand même assez exceptionnelle. Là. Mais, en tout cas, je ne vais pas trop en dire là, parce que je trouve ça de valeur parce que ça devrait être un trophée qui est très important. Puis ça l'est quand même. Je veux dire, on peut pas... Jim Neal a gagné les 2 dernières années. Puis, écoute, il y a un argument à faire que c'est vraiment lui le meilleur déchet dans l'Arizona Illinois. Mais pourquoi qu'on attend après la deuxième ronde des séries éliminatoires pour voter là-dessus? Là? Écoute, à ce point-là, tu besoin d'attendre de voir qui gagne la coupe. Ouais, ça serait assez facile. Mais c'est intéressant parce que tu viens de le dire. C'est un trophée qui est quand même important. C'est pas un trophée qui a le même lustre que le Jack Adams. Ce trophée-là, il est souvent négligé. Puis, le mordu de hockey le sait qui a gagné le DG de l'année, mais c'est pas un trophée qui, dans les bulletins de nouvelles, où est-ce qu'on a 2 minutes pour parler des trophées, on va mettre le Norris, le Hart, on va mettre le Calder, on va mettre le Ted Lindsay, on va mettre ces trophées-là bien avant le Jim Gregory. Peut-être que si on votait au préalable et que c'était un réel vote et non 3 équipes sur 4 qui sont candidats, peut-être qu'on aurait une vision différente de la chose. Oui, moi, j'aimerais bien ça qu'ils font à la fin de la saison régulière comme les autres trophées. Il faut aussi se rappeler que le trophée est assez nouveau quand même.
me rappelle plus exactement l'année que ça a commencé, mais je pense au plus, ça a 15-20 ans. Fait que, en fait, moi, j'ai voté les premières 2-3 ans, j'ai voté sur le DG de l'année. Il y avait 6-7 journalistes qui votaient avec les DG, puis finalement, j'avais mentionné à Ali que je ne voulais plus voter là-dessus parce que je trouvais ça, je sais pas, comme j'ai dit, quand tu votes après les 2 rondes, là, exact. C'est... ouais. Ça a commencé en 2009-2010 et c'est Don Maloney, le premier gagnant du trophée de Jim Gregory avec les Coyotes de Phoenix. Pour être bien honnête, je m'en souvenais pas de celle-là de Don Maloney. Pierre, merci beaucoup pour le podcast cette semaine. C'est un peu plus court. Regarde, je me garde du temps pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aimerais ça m'en prendre un peu plus sur l'homme. Qui est Pierre Lebrun? Comment devenir insider? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait tout ça, tout ce parcours-là au fil des années? Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun ensemble la semaine prochaine, Pierre. Ben, écoute, tu as déjà 50% de ma réponse. Expose et Cowboys, c'est 2 équipes de mon enfance. On va en dire plus. On va en dire plus la semaine prochaine. Parfait, excellent, Pierre. Je te laisse aller. Puis en attendant, je vous laisse avec un extrait de processus avant de vous rappeler que c'est sur ubet.io que vous pouvez vous inscrire avec le code RADAR et profiter d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. La 3e place, j'y vais avec Lane Hudson. J'en reviens pas. Bon. Je suis en état de choc. C'est sûr que Mathias était influencé par un match contre la Floride hier, alors que le Canadien vient d'en perdre 5 de suite. Donc, as-tu fait 59 points dans un match? Dans le même match? Non, mais regarde là. Je savais que ça me vaudrait des tomates, cette affaire-là. Non, mais je mets 3e. Mais 2e, j'aurais dit, ouais, mais 3e? Ouais, mais c'est parce qu'attends de voir mon premier, tu vas peut-être être surpris de mon premier. Depuis la pause de 4 nations, je te dirais que c'est lui la meilleure recrue dans la Ligue nationale. T'es content? Non, OK, mais moi, je regarde l'ensemble de l'année. Non, mais je suis pas fâché. Il y a eu un 3-4 mois où c'était difficile défensivement, où c'était, oui, il y avait des beaux jeux, mais il y avait beaucoup, il a coûté beaucoup de buts à son équipe. Moi, je suis obligé de regarder l'ensemble. Et également, il faut que je pense aux 2 joueurs que j'ai mis avant. Tu sais, une autre année, les Nuggets auraient peut-être gagné. Regarde, l'année passée, j'y aurais donné.